bien, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui dans ce lieu, si on peut le dire, véritablement emblématique de notre territoire des Bouches-du-Rhône, The Camp. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus en détail dans quelques instants au cours de cette matinée que nous vous proposons. Je voudrais également saluer toutes celles et ceux qui nous suivent en distanciel grâce à la chaîne YouTube de l'Observatoire de l'OIP. Comme ça, nous sommes encore plus nombreux. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement très nombreux en présentiel et c'est un plaisir pour nous tous. Un plaisir de vous accueillir évidemment pour la conjoncture immobilière de ce premier semestre 2021. L'ensemble des fédérations que compose l'OIP des Bouches-du-Rhône sera là. Il parlera avec nous de sujets, vous verrez, les plus intéressants et on aura également des chiffres. C'est ce qu'on vous proposera dans la première partie de cette matinée. Et l'ensemble donc de ces représentants de fédération seront ici sur scène. Et puis dans un second temps, on va prendre le temps d'échanger parce qu'on attendait tous ce monde d'après, ce fameux monde d'après cette crise que nous avons tous vécue. Et il faut se pencher aussi maintenant sur l'évolution que ça a eu dans vos métiers, dans tout le métier de l'immobilier, une crise qui a peut-être aussi été accélératrice de changement. Quel futur donc pour l'immobilier sur notre territoire? C'est la question, la vaste question à laquelle nous répondrons peut-être pas totalement, mais au moins nous vous donnerons des éléments de réponse. Avant cela, je vais vous demander d'accueillir le président de l'OIP des Bouches-du-Rhône, Cyril Cartagena, qui va ouvrir pour nous cet événement. Merci Elsa. Bien, mesdames, messieurs les élus, les administrateurs et membres de l'OIP, chers partenaires, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir à nouveau en présentiel aujourd'hui pour une présentation publique de l'OIP, après des mois où l'obligation d'événements digitaux s'est faite à nous. Je salue au passage les internautes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube en live streaming. Le lieu choisi pour cet événement n'est pas anodin. The Camp, un lieu innovant, dont l'architecture conduit à la circularité, en pleine nature et en pleine métropole à la fois. Un lieu où se réfléchit et se construit la ville de demain, entre digital et lien social. Ici se construit l'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'avenir. L'économie est repartie tambour battant en 2021 et notre façon de travailler a évolué, tout comme de penser. Nous avons vécu le retour de tensions sur tous les marchés de l'immobilier des Bouches-du-Rhône, du fait du manque d'offres de logements privés et sociaux, alors que la demande est très élevée. Dans une première partie, l'ensemble des représentants des fédérations professionnelles qui composent l'OIP participeront à une table ronde sur les chiffres clés de chaque secteur, dont l'interdépendance est plus que jamais constatée. À l'heure où notre métropole est confrontée à des défis majeurs, en matière d'assèchement des sols, de réhabilitation urbaine, de mobilité, d'emploi, et bénéficie d'une attirance sans précédent. Il est nécessaire de loger aussi bien ses habitants que les nouveaux arrivants. Aix-Marseille a le vent en poupe et attire les jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, Aix-Marseille est la première destination des jeunes de 20 à 25 ans, devant Bordeaux et devant Lyon. Il faut s'en satisfaire. Mais comment les loger ? Où travailleront-ils et comment se déplaceront-ils demain? Tout cela pour pouvoir les garder et bâtir l'avenir avec eux. Dans une seconde partie, nous évoquerons en table ronde également le monde d'après. Quel futur pour l'immobilier de notre territoire? Ce dont vous a parlé tout à l'heure Elsa Charbit. Nous laisserons la parole à 3 experts en urbanisme, en impact des usages numériques et en rénovation urbaine pour nous éclairer. Lors de notre dernière conférence de presse de l'OIP, nous appelions de nos vœux le retour nécessaire d'un dialogue apaisé et constructif avec nos élus. Je salue aujourd'hui la présence à nos côtés des adjoints au maire en charge de l'urbanisme d'Aix-en-Provence et également en charge du logement de Marseille. Merci. Messieurs, notre ambition est de trouver ensemble des solutions en s'appuyant sur les professionnels, car il nous faut réhabiliter massivement le parc de logements anciens et construire davantage de logements neufs en adéquation avec les défis environnementaux et sociaux de notre temps. Mais le verdissement du logement ne signifie pas la baisse inéluctable du nombre de logements produits ou réhabilités, alors que les besoins de nos concitoyens sont aussi importants. Il est plus que jamais nécessaire de provoquer un choc d'offres ensemble
pour enrayer la crise qui se profile si nous ne faisons rien. Je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Donc, vous l'aurez compris, maintenant la parole va être donnée aux personnalités politiques qui représentent les mairies de Marseille et d'Aix-en-Provence. On va commencer avec Patrick Amico, adjoint au maire en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, merci de me passer la parole. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Je suis très honoré d'intervenir dans cette assemblée. L'OIP, c'est quelque chose quand même que je connais depuis pas mal d'années et qui a accompagné mon ancienne vie professionnelle dans le domaine aussi de l'immobilier pendant pas mal de temps. Vous l'avez dit, on sort d'une crise. On sort d'une crise qui est multiforme. Une crise sanitaire, une crise des comportements, une crise du travail, une crise politique aussi, au sens peut-être bon du terme en ce qui concerne Marseille, puisque les changements politiques sur la ville de Marseille sont intervenus en même temps. Pour autant, même si on parle de crise, les problématiques qui se posaient avant se posent encore aujourd'hui, de manière peut-être un petit peu différente, mais en tout cas de manière tout aussi importante. Les besoins en matière de production de logements restent. On constate un effondrement, il n'y a pas d'autre mot, de la production de logements sur une ville comme Marseille depuis plusieurs années, pas uniquement depuis un an ou deux comme certains l'ont dit. On constate que la pression sur le logement social augmente. On est à plus de 40 000 demandeurs de logements sociaux sur Marseille aujourd'hui. On constate qu'on a quand même des demandes extrêmement fortes de réhabilitation du parc centre-ville avec nos 40 000 logements indignes, 4 000 immeubles quand même, lorsqu'on se ramène à une vision plus directe des choses, et sur lesquels rien ne se ferait sans une intervention commune entre la ville, l'État et la métropole. Donc on voit bien que ces données, qui étaient déjà des données qui existaient avant la crise, ne se sont pas améliorées. Au contraire, elles se sont vraiment dégradées. Donc on a vraiment en face de nous deux choses. On a un choc de l'offre, effectivement, je suis d'accord avec cette vision. Il faut qu'on produise beaucoup, il faut qu'on produise vite, mais il faut qu'on produise bien. La grande différence est peut-être là. C'est qu'aujourd'hui, et la crise a montré que la recherche de qualité, la recherche des nouveaux modes de fonctionnement professionnel, la recherche d'un espace personnel différent était vraiment quelque chose qui s'imposait de plus en plus. Nous souhaitons produire différemment. Nous souhaitons effectivement éviter les problématiques de consommation d'espace non maîtrisées. Nous comptons beaucoup sur l'ensemble de la profession, sur l'ensemble des producteurs, qu'ils soient promoteurs, qu'ils soient bailleurs sociaux, qu'ils soient architectes, pour inventer, pour trouver des solutions innovantes, pour nous aider à avoir une vision différente des problématiques de réhabilitation en centre-ville, avoir des idées différentes et vraiment innovantes de la construction et de la protection du cadre de vie en général. C'est là-dessus qu'on attend un petit peu un travail en commun, un travail collectif, sachant, comme je l'ai dit, que ce travail en commun et ce travail collectif, ce sera la seule bonne chose qui nous permettra de réussir dans cette logique aujourd'hui, qui est une logique de baisse drastique de la production, dramatique dans certains endroits, et d'augmentation des prix qui va avec. Donc vraiment, nous comptons vraiment beaucoup sur la profession pour travailler avec nous cet ensemble de choses, dans un esprit, comme je l'ai dit, toujours sur deux pieds, celui de la production, qui est vraiment indispensable aujourd'hui, mais aussi celui de la qualité et des modes d'approche. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Amico. Je vais demander maintenant à Jean-Louis Vincent de me rejoindre. Vous êtes monsieur adjoint à l'urbanisme de la ville d'Aix-en-Provence et nous allons donc vous laisser également la parole. Je vous en prie. Bonjour à tous. J'ai écouté le propos de Patrick Amico avec beaucoup de satisfaction parce que je constate que, très franchement, on a les mêmes préoccupations. Je suis donc adjoint à l'urbanisme de la ville d'Aix depuis 1 an. Je suis un jeune adjoint. J'étais auparavant, dans ma vie d'avant, directeur de la CEMEPA, la SEM d'aménagement. Et je suis également président de Pays d'Aix Habitat, qui est un bailleur social d'Aix. Et donc, tous les problèmes qui ont été évoqués, nous les partageons complètement.
J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Noël Léon, je crois que c'était vendredi, c'est ça? J'ai évoqué avec lui ce qu'on attend à Aix de la profession. Vous avez parlé de qualité de logement, c'est aussi notre préoccupation. Les promoteurs qui ont livré des logements à Aix m'ont invité à les visiter. Et j'en ai tiré quelques conclusions. Vous savez que le marché aixois est très porteur, très élevé, qu'on a beaucoup de mal à loger les aixois parce que seuls ceux qui ont les moyens peuvent accéder au logement à Aix. Et très souvent, les aixois et les enfants des aixois vont se loger loin d'Aix, dans les communes périphériques. C'est un vrai problème sur Aix. Et pour autant, la production de logements sur Aix a été importante. Vous savez que le PLH à Aix, c'est 900 logements par an. Eh bien, pendant les 6 années du mandat précédent de 2014 à 2020, on a produit 1300 logements par an, c'est-à-dire 400 logements de plus par an. Les élus d'Aix et les Aixois ne veulent pas faire une ville de 500 000 habitants. Les élus d'Aix veulent, et le maire d'Aix veulent une ville qui reste à échelle humaine telle que Aix existe, environ 150 000 habitants. Donc nous allons revenir au PLH à 900 logements par an. Je rappelle quand même que sur 2019, c'est 1960 logements qui ont été délivrés et qu'on ne peut pas faire des tendances à partir de juste l'année précédente. La tendance, elle doit s'inscrire sur une durée beaucoup plus longue. Alors, je voulais parler de la qualité du logement qui est très importante. En visitant ces logements, je me suis aperçu que, vous savez qu'à Aix, on vend aux environs de 7 000 € le mètre carré. Je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas satisfaisantes. Et notamment, en rentrant à Puy-Ricard dans un immeuble qu'on était très fiers de me faire visiter, je m'aperçois que l'accès au balcon, il y avait une marche de 15 cm. Alors voilà, on délivre des permis de construire pour des immeubles qui sont parfaitement conformes aux problèmes des personnes handicapées. Et puis là, on fait un balcon avec une marge de 15 cm. Je trouve que ça n'est pas acceptable. J'ai vu également des hauteurs sous plafond qui sont limitées à 2,50 m. Il y a des copropriétés à Aix, la résidence Sainte-Victoire par exemple, dont le dernier bâtiment a été fait en 1970, ça fait plus de 50 ans. La hauteur sous plafond est de 2,70 m. Je vous assure que 2,70 m de hauteur sous plafond, ça vous donne un volume et une qualité de vie qui sont beaucoup plus agréables. Donc aujourd'hui, on s'oriente vers une charte avec la profession, de telle manière qu'on puisse tirer la ville vers le haut. Notre seul objectif, c'est de tirer la ville vers le haut. C'est de donner de la qualité de vie à tous les gens qui habitent à Aix. Donc on attend de la profession un retour sur ces qualités de construction, de telle manière que les Aixois puissent être satisfaits d'habiter à Aix. Et on a aussi une attente d'architecture. Je ne vous cache pas que ces immeubles à façade plate, avec des découpes dans la façade, dans lesquelles s'encastre un volet roulant, moi je n'appelle pas ça de l'architecture. Ce que nous souhaitons, quand on dit tirer la ville vers le haut, nous souhaitons que lorsqu'on passe à Aix, mais ça peut être le cas dans toutes les villes, lorsqu'on passe à Aix, on dise qu'il y ait de beaux immeubles. Il peut y avoir des soubassements, il peut y avoir des pierres d'angle, il faut qu'il y ait de l'architecture. On ne peut pas se contenter d'avoir des immeubles qui soient pauvres de ce côté-là. Voilà ce que je voulais vous dire. On a une forte attente sur la qualité des logements. On est à la disposition de la profession toujours pour en parler. Et notre seul objectif, c'est de tirer la ville vers le haut. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vincent. Donc la première partie, ce sera le baromètre, mais avant de passer au baromètre et d'appeler les représentants des fédérations ici sur scène, je vous demande d'accueillir pour la Banque de France Éric Sella, qui est adjoint responsable du département des affaires régionales Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour une présentation du marché économique régional. Vous pouvez vous installer au pupitre, évidemment.
Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs, merci à l'OIP d'avoir invité la Banque de France à cet événement. Et donc, je vais vous présenter le marché, donc plutôt la conjoncture, sous différents angles. Dans un premier temps, sous un angle macro, et nous ferons le focus jusqu'au crédit immobilier. Donc tout d'abord, vous pouvez voir que la crise, je ne vais pas revenir dans les détails, vous connaissez un petit peu ce qui s'est passé, mais ce qui est important de constater, c'est qu'au niveau des variations qui sont observées au niveau de la France, nous avons en 2020 une perte de PIB de l'ordre de 8%, donc plus marquée qu'au niveau monde et au niveau Europe, avec un démarrage qui, lui, sera de 6,3 sur la dernière estimation qui a été faite par la Banque de France en septembre 2021, et de 3,7. Vous en doutez bien, ce fort redémarrage a engendré différentes problématiques que vous avez pu rencontrer dans la profession et aussi plus particulièrement dans la construction, dans l'industrie ou voire même dans les services, puisque qui dit fort redémarrage dit derrière une demande qui augmente. Une demande qui augmente a généré des problématiques, comme vous le savez, sur les approvisionnements. Et donc on peut observer que justement à fin août, puisque les données de septembre vont être publiées à partir de la fin de la semaine, près d'une entreprise sur deux rencontre des problématiques d'approvisionnement dans l'industrie, et c'est le cas également pour près de 2 entreprises sur 3 dans le bâtiment. La situation est un peu moins prégnante dans la région. Globalement, nous sommes aux alentours d'un tiers pour cette problématique. Et si on regarde la partie des recrutements, eh bien, comme vous pouvez le voir, près d'une entreprise sur 2 dans le bâtiment rencontre des difficultés, là où elles ne sont que d'un tiers au niveau de l'industrie, mais ces problématiques sont évoluées à la hausse. Problématiques d'approvisionnement, problématiques de recrutement. Qui dit approvisionnement dit forcément inflation qui progresse. Et donc tous ces éléments-là font que l'analyse de la Banque de France montre qu'on devrait avoir, alors c'est du court terme, et on devrait repasser à fin 2022 sur une inflation proche de 2%, qui est la cible de la Banque centrale européenne. Mais bien évidemment, entre deux, nous sommes vigilants par rapport à tous ces événements. Au niveau de l'enquête à mi-année, alors voilà, comme vous le savez, la Banque de France réalise des enquêtes régionales dans lesquelles nous avons exposé des perspectives en début d'année sur la région, et puis on les actualise pour savoir un petit peu, où allons-nous, est-ce que nous sommes dans le vrai, que nous disent les chefs d'entreprise. Donc là, c'est auprès d'un panel d'entreprises qui représente 138 000 salariés pour 25 milliards de chiffre d'affaires dans la région sur les 3 grandes composantes, industrie, services et construction. Donc les enseignements que l'on a, c'est une progression de l'ordre de plus 10,5% d'activité. Alors ces plus 10,5% d'activité, ils se retrouvent d'une part dans près de 13% au niveau de l'industrie et 10% au niveau des services. Je vais revenir après sur la partie construction qui peut aussi, bien évidemment, avoir un éclairage important par rapport à la profession. Au niveau des activités à l'exportation, une reprise, une demande internationale qui a repris, avec aussi les problématiques sur lesquelles nous sommes vigilants. On a parlé de l'approvisionnement, mais aussi les problématiques de transport, du fret, qui vont aussi se répercuter, bien évidemment, dans les approvisionnements de la construction. Les dépenses d'investissement, donc certes, elles sont positives, mais nous allons voir que la situation est plus contrastée en fonction des secteurs, puisque dans les services, il y a eu une diminution des investissements, notamment tout ce qui est en lien avec les activités du spectacle et tout ce qui touche à l'événementiel. Et dans la construction, ça va être aussi le cas, et nous allons l'aborder. Au niveau de l'emploi, on va considérer qu'il se maintient, puisqu'il est proche de 1%. Voilà au niveau de la construction. Donc en début d'année, ce que l'on peut voir au niveau du chiffre d'affaires, c'est qu'il y avait un certain optimisme, plus 5% d'annoncés, à resituer dans un contexte où il y avait quand même une diminution estimée par rapport à notre enquête de l'ordre de 9%. Donc ça ne rattrapait pas. Dans nos enquêtes de conjoncture mensuelles, on avait mis en avant le fait que la situation redémarrait, mais c'était le signal aussi d'un rattrapage des chantiers qui n'avaient pas eu lieu, tout en ayant conscience quand même qu'il y a eu une rupture de la demande qui a été induite lors du premier confinement et qui a perduré jusqu'à, on va dire, la fin du 3e trimestre de 2020. Donc tous ces éléments-là font qu'il y a moins de nouveaux chantiers qui sont mis. Je pense que toutes les données, vous avez pu vous les connaissez, vous les avez en mémoire. Et donc, à la révision de septembre, eh bien, on a une progression qui est moins que celle qui était annoncée, plus 2,3%, avec plus particulièrement un fléchissement qui est observé dans les TP. Au niveau des investissements, ils sont en recul de façon un peu plus prononcée que ce qui a été annoncé en début d'année.
Et puis, s'agissant de l'emploi, eh bien, même situation que le constat global, il se maintient, mais on va dire pas de façon, il n'y a pas d'augmentation significative. Voilà pour la partie de la conjoncture. Je vais faire un dernier éclairage qui est celui des crédits immobiliers. C'est un indicateur que nous suivons au niveau de la Banque de France avec des études qui sont déclinées régionalement. Et je vous laisse prendre connaissance des données. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la situation en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, ce que l'on peut observer, c'est que globalement, on voit une diminution en 2020 avec une progression de l'ordre de 5,7% qui repasse à juillet 2021 à plus 7,6. Mais derrière ces chiffres se cache un contraste, puisque nous, on a des nouveaux indicateurs depuis 2018 où on peut faire la distinction entre l'immobilier professionnel et l'immobilier plutôt des particuliers. Et on se rend compte qu'au niveau des particuliers, si je prends la dernière variation, nous sommes à plus 7,7, là où l'immobilier professionnel affiche plus 4,5. Et si on revient sur la période juillet 2020, nous sommes à plus 6,2 au niveau des particuliers pour 4,1 au niveau professionnel. Donc ces différents éléments, même si on a un stock de dettes qui progresse, il a plusieurs origines, j'en ai échangé tout à l'heure. Il peut être à la fois sur l'augmentation du prix foncier, sur du neuf, sur le stock des particuliers, mais il y a en effet une vigilance à apporter puisqu'on observe que la progression au niveau de l'immobilier professionnel progresse moins que l'ensemble justement de tout le secteur. Voilà pour mon intervention. J'espère que mon éclairage vous a permis d'avoir des informations complémentaires. Merci beaucoup. Un éclairage très clair, précis et concis. C'était parfait. Merci beaucoup. On va passer donc au baromètre avec les représentants des fédérations qui composent l'OIP des Bouches-du-Rhône. Je vais donc leur demander de me rejoindre. Des chiffres vont s'afficher. Vous verrez, cette fois-ci, nous avons un seul slide avec tous les chiffres. Chacun pourra les commenter, mais l'idée, c'est aussi d'échanger sur une problématique commune qui est la tension des filières immobilières. Je vais appeler donc Jean-Noël Léon, président de la FPI Provence. Il va venir me rejoindre. Donc, messieurs, vous vous asseyez à ma droite. Christian de Bénazé, président Pôle Habitat FFB 04. Philippe Deveau pour le BTP 13, Pascal Friquet, président de la RHLM PACA et Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, Agnès Banoun, Chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, Thierry Moilic, directeur de la DIL 13. Donc, messieurs, merci de me rejoindre. Vous comprenez pourquoi ils prennent une femme pour représenter? Parce qu'il y a que des hommes. Comme ça compense. Je vais les laisser s'installer. Moi, je vais rester. Si on peut me couper les micros du pupitre, comme ça, j'utilise le mien. Merci. On va mettre la dame au milieu, peut-être, ça serait bien. Vous pouvez vous mettre au milieu, comme ça, il ne manque personne. Il manque personne, tout le monde est là? Jean-Luc, je t'ai oublié. Tu vas m'en vouloir. Mais c'est pas grave, c'est Jean-Luc Lyoto, donc il ne va pas m'en vouloir. Jean-Luc, merci de nous rejoindre. Président UNIS Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Sans rancune, hein? Sans rancune, hein? Voilà, merci de vous installer. Donc, on a un slide qui vient d'apparaître derrière nous avec les différents chiffres que vous nous avez envoyés. On va les reprendre dans l'ordre. Ce que je vous propose, je vous donne la parole sur les chiffres pour les commenter rapidement et expliquer quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quelle est cette fameuse tension professionnelle que vous rencontrez. Et bien sûr, vous pouvez échanger, compléter ce qui est dit. On a à peu près 25 minutes pour le faire, donc je pense que beaucoup de choses peuvent être dites. On commence avec vous, Jean-Noël Léon, et le chiffre donc, pour le logement neuf que vous nous avez donné, lequel est-il et pourquoi ? Alors, les moins 25% qui sont affichés en fait, représentent la baisse des mises en vente entre 2019 et aujourd'hui. C'est un chiffre qui est intéressant puisqu'en fait, on voit la traduction de ce qui s'est passé entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc les moins 25%, ça veut dire c'est la conséquence directe, notamment de la délivrance des permis dont on parle beaucoup, et donc la pression sur le stock commercial, puisqu'on voit que le stock commercial sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône est de l'ordre de 7 mois à 6 mois. Donc ce sont des stocks qui sont très alarmants, puisqu'ils donnent directement une pression sur l'inflation des prix de vente que nous constatons régulièrement sur tous nos marchés. À l'exception, et d'ailleurs Jean-Louis Vincent le précisait tout à l'heure, du Pays d'Aix ou de la ville d'Aix-en-Provence, puisqu'on voit que régulièrement ce secteur-là des Bouches-du-Rhône a toujours produit
le nombre de logements qu'il fallait au titre du PLH. Et donc, il y a une certaine contenue, je dirais, sur l'aspect des stocks commerciaux et sur les augmentations des prix de vente. C'est-à-dire qu'en traduction, si je prends la ville d'Aix-en-Provence, elle n'a augmenté que de 2% depuis le début de l'année sur les prix de vente parking inclus, c'est-à-dire qu'on est un peu plus de 6 000 € en prix moyen. Quand sur la ville de Marseille, où on a vu une chute des mises en vente, puisque là donc, c'est un chiffre global sur les Bouches-du-Rhône, mais la chute des mises en vente sur la ville de Marseille de moins 50%. Et là, les prix ont augmenté depuis le début de l'année sur la ville de Marseille de 9% et 19% en une année. Donc on voit que ce chiffre des mises en vente, c'est la traduction des baisses des permis de construire délivrés, et donc aussi la pression que cela génère sur l'offre et donc sur les prix. Et l'inquiétude moyens. sur les mois à venir, même les années à venir. Et forcément, la répercussion se fera. On va continuer avec vous, Christian de Benazet. Là, on va parler de la maison individuelle, le chiffre que vous avez donné. Pourquoi ? Expliquez-nous. Et je pense que de toute façon, les sujets d'inquiétude sont transversaux. Alors oui, ils sont très transversaux puisque Jean-Noël nous dit on est bien sur un marché. Quand il y a moins d'offres, les prix montent. Et je crois qu'il faut que les élus ils le savent, hein, il faut qu'ils l'entendent. Et il y a moins d'offres. Alors en maison individuelle, on est à moins 13% au niveau régional, également par rapport à 2019, parce que comparé par rapport à 2020, ça n'a pas forcément de sens. 2020 était beaucoup trop faible, les chantiers étaient arrêtés. Mais on fait moins 13 au niveau régional. Et ce qui nous a frappé, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau national, on fait plus 18 par rapport à 2019. Et nous, au niveau régional, on fait moins 13. Donc on a un vrai problème régional et il ne faudra pas s'étonner si les prix montent. Et je crois qu'on va le dire en permanence ici. Il y a des liens entre nous tous, là, tous les amis qui sont là. Parce que nous, quand on a un primo-accédant en maison individuelle, qui va être pénalisé, ce sont les primo-accédants. Puisque c'est eux qui ont le plus de mal à trouver à des prix qui leur conviennent. Donc, ils vont se retourner vers du locatif, ou alors, s'ils ont la chance d'être dans un logement social, ils vont y rester. Donc, la rotation du logement social tombe, sans parler de la construction, qui tombe avec la construction du logement social. Elle est très liée à la question de la promotion. Le logement social ne tourne plus assez. Le logement libre, on va parler de la rotation, ça baisse aussi. La vacance est très faible. Et tout ça, c'est par manque d'alimentation de nouveaux logements. Dans la promotion ou dans la maison individuelle, avec cette spécificité régionale qui est tout à, qui je ne crois pas, c'est peut-être pas le cas en promotion, parce que je sais pas, Jean-Noël, si au niveau de la promotion nationale, les chiffres sont meilleurs qu'en région. Non, c'est à peu près la même chose. 25%, c'est à peu près le reflet de ce qui se passe au niveau national. Tandis que nous, en maison individuelle, on est particulier avec des terrains décidément beaucoup trop chers et trop grands. C'est-à-dire qu'on ne les a pas suffisamment aménagés. Je parle au spécialiste de l'aménagement du pays d'Aix qui est ici et qui est maintenant un élu. Il sait bien que c'est pas facile de sortir et de faire de l'aménagement. Il y en a eu, de la CMEPA qu'on a connue, il y en a toujours. Et ça permet au moins de consommer moins de terrain et de le faire de façon intelligente. Et si le cahier des charges est suffisamment strict, eh bien, les maisons seront belles, il y aura de l'architecture et on parlera de belles choses et non pas de choses qui sont dans les champs et mal finies. Voilà, donc c'est ça qu'il faut arriver à faire mieux, de façon intelligente. Et il est vraiment urgent de le faire parce que les prix, il ne faut pas être devin, ils vont continuer à monter. D'autant que cette inquiétude pour les maisons individuelles, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que l'inquiétude était là et là, ça accentue encore plus. Oui, en 10 ans, on a baissé de 25%. Donc voilà, c'est pas un phénomène récent, malheureusement. Mais qui s'aggrave. On écarte petit à petit les primo-accédants, ils restent là où ils sont ou ils restent chez leurs parents. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Philippe Deveau, vous avez un micro, c'est parfait. Avec vous, Philippe, on va parler du BTP. Comment se porte le BTP des Bouches-du-Rhône ? Alors, je trouve que ce qu'a montré la Banque de France, c'est vraiment une bonne illustration de ce qui se passe dans nos professions. On a eu un début d'année qui a été, on peut dire, en fanfare. C'est-à-dire que l'année dernière, on n'a pas fait grand-chose. Mais on a un frein qui arrive et surtout une déstabilisation complète des entreprises par rapport à l'environnement. Quand je dis déstabilisation, ça veut dire qu'actuellement, on a encore des marchés qui sont là parce qu'on a un historique de produits qui sont sortis par nos promoteurs et par nos bailleurs sociaux qui nous permettent d'alimenter nos entreprises. Mais on ne peut pas fabriquer
tout ce qu'on nous donne. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de matériaux, parce qu'on n'a pas de produits qui arrivent. On a des chantiers qui sont arrêtés par manque de produits manufacturés, matières premières aussi, en particulier tout ce qui est bois. Ça va peut-être vous dire un petit peu quelque chose, mais pour avoir du lamellé-collé, par exemple, il y a plus de 6 mois d'attente dans des bois qui sont un peu nobles pour avoir des poutres en lamellé-collé. Pour avoir des menuiseries, c'est pareil, ça devient très compliqué. On ne parle pas des armatures qui ont pris plus de 200% de hausse des prix depuis 1 an actuellement. Donc c'est très difficile pour nos entrepreneurs d'arriver à avoir une activité sereine. Ils ont des marchés, ils n'arrivent pas à les faire. Et puis, on a un problème de main-d'œuvre. Là, on a parlé effectivement de 14 entreprises qui sont sinistrées par une activité qu'ils n'arrivent pas à maintenir ou à faire progresser. Mais on a aussi un vrai problème dans la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, actuellement, c'est un mercato. Et on dit souvent, actuellement, parce que ça ne nous fait pas rire, au foot, au moins, c'est limité à 2 mois par an. En ce moment, tous nos personnels sont en train de partir à droite, à gauche, parce que des entreprises ont pris des places qu'ils n'avaient pas avant, ne sont pas structurées pour les faire fonctionner, et donc ils vont débaucher à droite et à gauche des salariés pour faire leurs activités. Oui, il y a une croissance. On a vu 5,4% en début d'année, mais on a aussi vu là maintenant 2,4% en septembre. Cette croissance s'est très fortement affaiblie. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe actuellement, on ne va pas pérenniser l'avenir. Les gens qui ont mis 20% de plus sur la main-d'œuvre, dans quelques mois, ils n'auront plus beaucoup d'activités. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces salariés ? Comment ça va se passer ? Comment est-ce qu'on va gérer tout ça ? Il y a un souci. Et c'est pareil, on a des moyens d'activité et des variables d'ajustement qui sont l'intérim. Actuellement, l'intérim, ça devient totalement inaccessible. Il y a une course aux intérimaires qui a fait que le coût d'un homme ou d'une femme qui vient sur nos chantiers a pris pratiquement 20% en 1 an. C'est pas possible. Donc après, au niveau des opérations qu'on fait pour vous tous, ça devient un vrai problème. Comment vous chiffrez, comment vous évaluez ça, comment vous faites tourner vos opérations et comment on vous accompagne sans passer pour des voleurs. Et je vous assure qu'actuellement, on va le voir dans les bilans 2021, les structures un peu grosses, ça va être compliqué. Les petites entreprises, ça va très bien marcher parce qu'il y a un marché du particulier qui est phénoménal. Les gens sont restés chez eux pendant 1 an, ils n'ont rien pu faire. Donc ils ont regardé comment ils étaient chez eux, puis ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient plein de choses pour améliorer leur environnement proche. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc ce côté-là, c'est vraiment le coin positif qu'on peut dire dans notre profession, dans nos professions. Il y a un vrai marché du particulier qui s'est développé, avec un vrai service qu'on peut apporter à chacun d'entre vous et à chacun d'entre nous. Et ça, c'est vraiment le point positif. Donc le chiffre que vous aviez donné, c'était 14% des entreprises qui ne peuvent pas accroître leur activité justement à cause de ces difficultés d'approvisionnement. Totalement. Et ça, c'est un sujet qui vous concerne tous, puisqu'on sait que ces difficultés d'approvisionnement touchent tous les domaines d'activité en France, évidemment celui qui nous concerne en premier, l'immobilier. Et qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est une question que je vous pose, peut-être que l'un de vous a une réponse à apporter. Qu'est-ce qu'on a comme visibilité ? Est-ce que cet approvisionnement va redémarrer ou est-ce qu'il faut justement se préparer ? Est-ce que ça dure un peu plus que les mois à venir ? Alors, si je continue avec le micro, parce qu'il a le micro, donc il continue, voilà, mais vous pouvez évidemment intervenir. Hein. On imagine pour 2022 un tassement quand même de ce phénomène. En particulier, je vous ai parlé des prix des armatures, on pense qu'on est là maintenant sur un plateau. Le mois de novembre devrait être un mois de bascule, mais on ne va jamais reperdre ce que l'on a pris dans la figure en 1 an. On estime qu'il va y avoir une baisse peut-être de 15-20% par rapport au point haut qu'on a actuellement. Après, pour toutes les alimentations de matériaux proprement dit, on n'a pas beaucoup d'espoir de détente avant la fin du premier trimestre 2022. C'est quand même encore très loin. Donc ça va effectivement impacter tout l'environnement des constructions qu'on fait, avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins... Ça dépend aussi des départements. On voit par exemple, nous on est très orientés au niveau de l'OIP sur les 3 départements, Vaucluse, Var et Bouches-du-Rhône. Mais quand on regarde de façon un peu plus large la région, les départements qui sont alpins sont très pénalisés actuellement dans tout ce qui est construction. Ils ont une beaucoup plus forte activité que chez nous au niveau de la reprise, mais ils ont beaucoup moins de matériaux qui arrivent. Donc là, il va falloir peut-être attendre jusqu'à la fin, au début de l'été de l'année prochaine. Serrer les dents. Oui, tout à fait. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce sujet ? On peut continuer. Jean-Luc ? Non, vas-y, on continue. Très bien, moi je fais comme vous voulez, mais si vous aviez quelque chose à ajouter, il n'y a pas de souci. Pascal Friquet, on va parler avec vous, puisque vous êtes président de l'ARHLM Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, de ce qui se passe justement dans le logement social. Alors, quels chiffres nous aviez donnés ? Bonjour Elsa. Les 2 chiffres, vous les voyez, 85 000 demandeurs, environ 10 000 attributions.
Donc en admettant qu'on gèle aujourd'hui l'enregistrement des demandes, il faut 8 ans et demi pour résorber l'ensemble des demandes. Quand en moyenne, au plan national, il faut à peu près 4 ans. Donc pour essayer de répondre à ça, l'État fixe pour les Bouches-du-Rhône un objectif de développer 5000 logements sociaux par an. En 2020, on en a fait 2720. Si tout va bien cette année, on devrait en agréer 3144. Donc on est encore loin des 5000. Le logement social dans les Bouches-du-Rhône a manqué d'un portage politique fort. Aujourd'hui, effectivement, j'ai entendu M. Vincent, j'ai entendu Patrick. Je pense que, en plus, Patrick, il est encore plus, je vais presque dire, concerné par son histoire. On espère effectivement que le logement social sera porté politiquement d'une manière beaucoup plus forte qu'il ne l'a été jusqu'à présent pour répondre à cet objectif de produire 5000 logements. Que ce soit des logements qui soient produits en production propre, puisque nous faisons nos propres opérations, mais aussi auprès des bailleurs en termes de VFA, des promoteurs en termes de VFA. Et pour ce faire, on utilise tous les moyens. On utilise bien sûr le bail réel solidaire, on utilise le foncier qui est mis à disposition par l'EPF, on utilise les droits à construire aériens, on fait maintenant de la surélévation sur nos bâtiments justement pour créer. Donc il y a vraiment une mobilisation de l'ensemble des bailleurs sociaux pour répondre à ce besoin et développer. Je ne sais pas si on peut revenir ensuite sur la question de la charte ou maintenant simplement. Maintenant. Non, bien sûr. Maintenant. Les bailleurs sociaux ont toujours fait de la qualité en termes de construction, depuis toujours. Les bailleurs sociaux ont fait des grands logements. La moyenne des logements, de la taille des logements sur un T3, c'est 65 mètres carrés. Et puis vous diminuez à peu près d'autant quand c'est un T2 et ainsi de suite. Vous mettez. Si on nous demande de faire plus grand, de faire plus haut, c'est environ 15% de logements en moins qui seront faits. Ça, c'est clair. Donc il faut y penser dans ces chartes, effectivement, qualité, construire bien, construire mieux, construire autrement, mais sans générer des surcoûts qui amèneraient de toute façon à ce qu'on fasse moins, à ce qu'on fasse plus cher pour nos locataires, parce que nécessairement, si on fait moins de logements, on va avoir des loyers qui vont augmenter, puisque la surface sera plus grande. On va aussi avoir les charges qui vont augmenter, puisqu'on fera aussi des ascenseurs. On aura moins de logements sur les paliers, donc les locataires auront des charges supplémentaires. Donc on obérera le pouvoir d'achat de nos locataires. Donc attention à cette qualité, oui à la qualité, mais pas à n'importe quel prix. Puis je donne un dernier point. Il faut qu'on industrialise, bien évidemment, puisque c'est ça le coût. Je ne sais pas si Placo-Plâtre aujourd'hui est capable de sortir d'une manière industrielle des plaques de plâtre à 2,70 m. Leurs usines sont faites pour 2,50 m. Donc il faut aussi penser, quand on a ces éléments-là, à voir quelle est l'industrialisation du bâtiment pour répondre à toutes ces normes et tous ces objectifs. Voilà, qui doit en amont s'adapter à tout cela. Jean-Noël Léon, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet ? Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la charte tout à l'heure, parce que ce sont des grands débats que nous suivons, notamment avec Pascal, sur la ville de Marseille. Donc il y a eu beaucoup d'échanges à ce niveau. Et on corrobore complètement. D'ailleurs, il y a un courrier qui va être envoyé à Monsieur le maire bientôt, où on fait état, justement, si on prend au pied de la lettre l'augmentation des surfaces, les hauteurs, ça interpelle, puisque ça augmente effectivement de l'ordre de 15% minimum nos prix de revient. L'impact au niveau des charges, ça a été dit par Pascal, puisque c'est mécanique, hein, on a plus de surface, donc on paye plus de taxes, on paye plus de charges, quoi qu'il en soit. Et donc, dans des marchés où on sait, notamment sur la ville de Marseille, où le revenu moyen est de 19 000 € par an, et qu'on est déjà sur des augmentations année après année, et pas que dans le neuf, mais aussi dans l'ancien. Donc il y a un problème de pouvoir d'achat qui est visé du doigt et qui ne peut pas suivre. Autre chose aussi concernant les 2,70 m, on ne dit pas qu'on n'est pas capable de le faire. On peut peut-être le faire sur certaines opérations, mais peut-être pas systématiquement. Et les 2,70 ça interpelle aussi sur une autre réflexion qui est de dire, est-ce qu'on ne risque pas de perdre un étage à l'heure où on parle d'artificialisation nette des sols, où il va falloir rentabiliser justement ce qui est artificialisable. Plus haut. Voilà, donc est-ce qu'on n'est pas en train d'hypothéquer quelque part notre avenir? Donc ce sont des vraies réflexions où il faut qu'on travaille main dans la main avec les villes pour pouvoir apporter des réponses. Ce fameux rehaussement, je pense que c'est un sujet qu'on va aborder aussi dans la table ronde de tout à l'heure. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Allez, maintenant on regarde les... Oui, Jean-Luc. Oui. Je voudrais simplement rappeler
que plus grand, plus haut, forcément, c'est très bien pour les personnes qui habitent les logements. C'est aussi beaucoup plus d'énergie pour chauffer ces logements. Donc, il y aura aussi un problème là-dessus, parce que ça va consommer quand même un petit peu plus en termes d'énergie et donc en termes de charges locatives, voire de copropriété. On passe maintenant aux transactions, si vous le voulez bien, avec la Chambre des notaires des Bouches-du-Rhône. Agnès Banoun, le chiffre, c'est un chiffre positif. 9,5% d'augmentation du volume des ventes. On aimerait vous entendre sur ce sujet. En effet, donc, cette année, nous avons constaté donc, une augmentation sur le volume des ventes de 9,5%. L'activité notariale a été très soutenue. Et en plus, donc, il y a eu également une augmentation des prix. Sur le département des Bouches-du-Rhône, on a noté 5% d'augmentation, ce qui nous fait un prix de 2 830 € le mètre carré en moyenne et 337 000 € de prix médian pour une maison ancienne. Alors sur le département, donc il y a des disparités, mais c'est quand même à Marseille que l'on note l'augmentation la plus flagrante, puisqu'on est à 6%. Et Marseille, c'est une ville quand même particulière où il y a beaucoup de disparités selon les secteurs. On parle toujours de la fracture nord-sud et on constate qu'elle est toujours aussi marquée, puisque, par exemple, dans le quartier du Canet, on est à 1 220 € le mètre carré, alors que si on va au quartier de la Plage, on arrive à 4 500 € et 4 400 € par exemple sur le quartier de Bompard. Mais tous les quartiers augmentent. Tous les quartiers ont augmenté, oui, en moyenne. Et on a constaté qu'il y avait également certains quartiers qui tiraient mieux leur épingle du jeu cette année, parce que, par exemple, le quartier du Cama ou le quartier Vauban, où il y a une vraie vie de quartier qui existe et qui ont un engouement, voilà, pour les petites familles. On a constaté aussi que les familles n'hésitent pas à aller un petit peu vers la périphérie de Marseille. Et je pense que ce sont un petit peu les effets du confinement, toutes les restrictions qui ont été imposées. Les acquéreurs ont besoin de plus de verdure, de plus d'espace pour le télétravail notamment, un petit peu d'extérieur. Et on voit que les quartiers, par exemple, comme la Fourragère, dans le 12e, ont vu une augmentation de 19% cette année, avec un prix de 3 110 € le mètre carré. Voilà. Les axes routiers également qui ont été développés, qui facilitent les accès, eh bien, ont profité au quartier, par exemple, sur le bassin d'Aubagne également, où on a noté quand même une jolie hausse des prix. Voilà. Comment se profilent les mois à venir pour les transactions? Alors aujourd'hui, bien ce qu'on constate, et quand on parle avec les agents immobiliers, les biens se vendent très rapidement. Un bien ne reste pas longtemps sur le marché, on ne négocie plus. Et on peut dire aussi que la pierre reste quand même une valeur refuge. Les prix, les taux d'intérêt sont toujours attractifs. Et donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que ça s'arrête. Voilà. Sauf un manque de biens, il y a aussi une remarque que l'on pourrait faire, c'est que Marseille a toujours été, c'est quand même la deuxième ville de France. Néanmoins, sur le prix de l'immobilier, elle a toujours été plus ou moins mal classée, puisqu'on était au 10e dans les classements. Donc aujourd'hui, le prix de l'immobilier remonte. Ça se rééquilibre, même si on reste toujours derrière des villes comme Lyon, Bordeaux ou Nice. Mais voilà. Mais c'est à la hausse, en tout cas, c'est ce qu'on constate. Oui. Je ferai un petit commentaire parce que j'ai regardé les chiffres des notaires et quand on manque d'offres, on a vraiment des prix qui montent. Et là, ils sont en train de flamber. Il y a des quartiers à plus 10, il y a des quartiers à plus 15, il y a des quartiers à plus 20. Le Canet, plus 19% en un an. Dans la ville de Marseille, si ça continue comme ça, mais à partir du moment où il y a peu d'offres, je ne vois pas pourquoi les prix baisseraient. Alors attention, excusez-moi, mais quand vous voyez comme des quartiers comme le Canet qui sont à plus 19%, ils partent de très bas. Voilà, ils partent de très loin. Parce que les années précédentes, on avait constaté quand même des baisses énormes. Et il faut savoir aussi que lorsque ce sont des petites surfaces qui sont vendues, ça fait monter le prix en fait. Voilà. Dès qu'on grande surface, voilà. les choses Par exemple, on a constaté cette année que le quartier Saint-Charles avait pris plus 14%. Pourquoi ? Parce que
Voilà, ça partait de très bas. Et puis, c'est un quartier où on vend beaucoup de petites surfaces, puisqu'il y a une faculté à côté, etc. Les quartiers qui étaient déjà Donc, à des prix voilà. certains augmentent moins vite. Ce qui est ils frappant, c'est augmentent des quand hausses à même. 2 chiffres dans beaucoup de quartiers. Oui, Il se passe vraiment quelque chose. On ne sait pas si ça va durer, mais il se passe vraiment quelque chose. Absolument, et c'est un constat qu'on peut faire. Merci beaucoup. Jean-Luc Liotto, on va dire maintenant un mot aussi des loyers, et on va voir les chiffres que vous nous avez donnés. Oui, alors avant de parler des loyers, si vous permettez, je vais juste parler un petit peu de transactions, effectivement, je rejoins tout à fait l'analyse de la Chambre des notaires. Il est vrai qu'en ce moment, il y a une flambée de la demande qui entraîne une flambée de prix, qu'il n'y a plus de stock, c'est-à-dire que lorsqu'un bien rentre dans une agence immobilière, l'agence immobilière maintenant travaille, je dirais, sur ses fichiers, mais n'a quasiment plus besoin de faire de communication ou de publicité, puisque le bien est vendu très très rapidement, sans parler bien entendu des maisons individuelles qui aujourd'hui s'arrachent. Et là, je vais faire plaisir à Jean-Noël au niveau de la promotion. Moins on construit, plus la tension sur les marchés au niveau de la transaction et de la location se fait sentir. Donc là, j'en rejoins, je vois rapidement, il y a un autre problème, un autre souci par rapport à l'augmentation des prix. Marseille est une ville, une belle ville, merveilleuse, à laquelle on est tous attachés, mais ça n'a rien à voir en termes économiques avec Lyon, avec Paris, avec Bordeaux, avec Toulouse. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'acquéreurs extérieurs à Marseille, et il est à craindre dans les années à venir que tant au niveau du marché locatif qu'au niveau du marché de la transaction, bon nombre de Marseillais ne puissent plus se loger dans la ville, et ça c'est fort dommage. En ce qui concerne le marché locatif, effectivement, nous avons également ressenti le même phénomène, à savoir qu'au niveau du stock locatif, il s'est réduit à peau de chagrin. Vous avez aujourd'hui 3% de vacances locatives, c'est-à-dire 3% simplement du marché locatif privé qui est en qualité d'offre sur le terrain. Ça, c'est un gros souci. Deux phénomènes concourent, je dirais, à cette situation. Le manque de logement, le fait que les locataires ont tendance à de moins en moins bouger. En moyenne, un locataire restait globalement, allez, on va dire 2 ans et demi, 3 ans dans un logement. Aujourd'hui, même si la famille s'agrandit, j'ai pour habitude de dire qu'ils vont dans les grandes surfaces acheter des lits superposés, mais ils n'envisagent pas forcément de déménager pour avoir une chambre supplémentaire parce qu'ils ne la trouvent pas. Aujourd'hui, c'est la course à l'échalote pour trouver un T3 sur Marseille. Et je dirais que la même tendance, dans des proportions différentes, nous la retrouvons également sur Aix-en-Provence. Donc là, il faut absolument arriver à débloquer de l'offre de transactions et de l'offre locative. Le parc social, malheureusement, n'arrive pas à fournir la demande. Le parc privé, et d'ailleurs nous travaillons également avec M. Amico qui a parlé tout à l'heure d'une réflexion sur le logement avec le parc social et avec les promoteurs. Bien évidemment, l'UNIS participe également et est d'accord pour porter sa pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire, de manière à réfléchir sur cette question du logement privé. Et ça, c'est quand même très important, parce que sans logement privé, aujourd'hui, on aurait des problèmes. C'est évident. Voilà. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions, Jean-Luc Liotto. On va terminer avec vous, Thierry Moilic, parce que le regard de la DIL 13 nous intéresse, évidemment. Donc, on terminera ces échanges avec vous. Vous avez un micro ? Oui. Voilà. Vous avez donné 12,50 le mètre carré, c'est le loyer médian. Ça, c'est le chiffre que nous avez donné, mais on vous écoute. En effet, je vais le commenter, vous en donner d'autres d'ailleurs, mais pour faire le lien avec les propos de Jean-Luc Liotto et de Pascal Friquet, on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre le parc locatif privé et le parc locatif social. Le parc locatif privé, aujourd'hui, il représente 286 000 résidences principales dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est 32% des résidences principales. Le parc locatif social, c'est 136 500 logements et 15% des résidences principales. C'est important de regarder ces deux poids lourds du parc locatif et la responsabilité qu'ont chacun, parce que les deux ont une utilité sociale. Les deux ont une utilité sociale, pas de la même façon, pas gérée de la même façon, bien entendu, pas avec les mêmes réglementations, mais le parc locatif privé a un poids important et il a une responsabilité importante, puisqu'effectivement,
ça devient de plus en plus une sorte de parc de report, puisque avec effectivement 80 000 demandeurs de logements sociaux en file active et à peu près 8 000 attributions chaque année, on voit bien que ceux qui ne peuvent pas entrer dans le parc locatif social vont de toute façon obligatoirement se tourner vers le parc privé. Donc il y a un hiatus à ce niveau-là. Alors au niveau des prix, effectivement, 12,50 € le loyer médian, tout bien confondu, à l'échelle du département. Bon, à l'échelle du département, un niveau comme celui-là ne signifie pas grand-chose, mais derrière cette médiane, il y a de grandes disparités, notamment entre l'Est et l'Ouest du département. Je vais vous donner quelques exemples. Si on est à Tarascon, on est à 9 € du mètre carré. Si on est à Cassis, l'extrémité opposée, on est à 17 € du mètre carré. Donc vous voyez, derrière ces médianes, il y a des marchés différents, des contraintes, des tensions, un rapport entre l'offre et la demande. À Marseille, on est à 12,20 € du mètre carré. Évidemment, des distinctions comme a pu le faire sur la transaction la représentante de la Chambre des notaires. Il y a des distinctions. Hein. On a parmi les quartiers les moins chers, on a les 1, 2, 3, 4, 15e, en deçà des 11,70 €. On a les 5, 6, 7 avec des loyers qui se trouvent entre 11,70 € et 12,70 €. Et puis on a les plus chers, les 8, 9, 11 et 12, au-delà quasiment des 13 € du mètre carré. Aix-en-Provence, puisque nous sommes sur ce secteur, Aix-en-Provence, on est plutôt à 15 € du mètre carré, Aix-Centre 15,5 et Aix-Périphérie 14,50 € à peu près. Moi, je reviendrai et j'appuierai tout à fait les propos de Jean-Luc Liotto. On a un problème d'offre. On n'a pas assez de logements locatifs à proposer. Donc, forcément, ça peut, alors on ne lit pas dans la boule de cristal, mais ça peut augurer une augmentation des loyers qu'on voit d'ailleurs poindre à certains endroits. Alors, un autre point pour lequel j'attire votre attention, c'est sur la solvabilité des ménages, puisque forcément, ce sont des candidats locataires qui essayent d'accéder au parc locatif. La solvabilité des ménages est en train de se dégrader. On ne l'avait pas vu immédiatement après le déconfinement, mais là, on commence à la voir apparaître. Et ça pose des problèmes, évidemment, tout simplement parce que les propriétaires, eux, souhaitent être garantis, notamment par des garanties de loyer impayés. Et parfois même, les propriétaires, comme les professionnels de l'immobilier, sont obligés, pour certains cas, de se détourner de ces GLI, de ces garanties des loyers impayés, parce que le profil du candidat ne répond pas aux critères de solvabilité. Donc vous imaginez ce que ça représente à la fois comme difficulté pour le candidat locataire, mais comme pour le bailleur qui souhaite des garanties. D'autres phénomènes aussi qu'on a de plus en plus, qu'on connaissait aussi, on en a discuté tout à l'heure avec Jean-Luc Liotto, ce sont des dossiers constitués de fausses pièces, c'est-à-dire des justifications de ressources qui sont fausses. C'est-à-dire, vous imaginez la sécurité juridique d'un bail faite à partir de données sur les ressources qui sont fausses. Donc là, on voit bien qu'on est vraiment dans une situation, j'allais dire, extrêmement complexe. Et puis je dirais aussi, pour le dernier point, un peu sur l'avenir du marché locatif privé, vous savez que dans la définition de la décence, puisqu'un logement qui est mis entre les mains d'un locataire par un propriétaire doit répondre aux normes de décence. Vous savez tous ce que c'est. C'est un décret de 2002 issu de la loi SRU du 13 décembre 2000. Et bien, dans ce décret décence, en 2023, entrera le critère de performance énergétique, c'est-à-dire les fameux 450 kWh par mètre carré. C'est-à-dire qu'un propriétaire privé dont le logement sera une passoire énergétique, ou en tout cas ne répondront pas à cette norme, ne pourra plus être loué. Est-ce qu'entre aujourd'hui et 2023, l'effort de mise aux normes pourra être réalisé par les propriétaires ? Je vous laisse répondre à cette question. Avec une question comme ça, vous avez mis le feu. Je pense qu'on va avoir plusieurs réponses, très courtes, bien sûr. Ouais, juste une petite réflexion sur le rôle social des bailleurs privés et des bailleurs sociaux. Bien évidemment, tous les deux ont un rôle social. La différence, c'est que les locataires dans le logement social ont un pouvoir d'achat qui est de 20 à 25% plus fort que dans le logement privé. Voilà. Plus faible, non ? Oui, plus fort. Ah oui, parce qu'ils payent moins. Oui, c'est ça. Excusez-nous. Oui, Excusez-nous d'avoir mis en doute. Oui. Collectivement, en plus. Non, Thierry a bien fait de le faire remarquer également. Et je crois que Mme Vargon s'en est rendu compte d'ailleurs, puisqu'en ce qui concerne les DPE, elle doit revoir la classification entre le F et le G, qui sont des appartements, je dirais, relativement énergivores. Pour la bonne et simple raison, c'est que si la réglementation actuelle
depuis le mois de juillet, s'applique, nous allons avoir des milliers de logements qui seront vacants parce que les propriétaires n'auront pas le temps ni les moyens de les rénover. D'autant que dans cette rénovation énergétique, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des maisons individuelles, ce sont le 3/4 du temps des appartements en copropriété. Et si la copropriété, pour des raisons économiques et des raisons de temps, parce qu'il faut 2-3 ans avant d'arriver à commander des travaux, et les assemblées générales n'ont pu finir, automatiquement ce propriétaire-là va être malheureusement tributaire de ce qui se passe. Dernier phénomène, on n'en a pas parlé, phénomène Airbnb. Je sais que la municipalité de Marseille s'en inquiète à juste titre. Et tous ces appartements-là se retirent forcément, fatalement, du marché locatif à long terme. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ça pose un vrai problème, mais c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Merci madame, merci messieurs. Vous pouvez retourner dans la salle à vos places. Je vous propose, avant d'attaquer la deuxième partie de cet événement, de découvrir ensemble le film de l'un de nos sponsors, GRDF, qui va tout de suite être diffusé. Bonjour, je vais vous parler d'une énergie verte qui permet de chauffer votre maison, de faire la cuisine, d'avoir de l'eau chaude et même de faire rouler des bus à partir de déchets organiques, de nos déchets à tous. Les restes alimentaires dans cette cantine scolaire, les déchets de cette usine, la matière végétale de cette exploitation agricole ou toute autre matière organique. C'est une énergie propre, locale et renouvelable. Le gaz vert. Comment ça fonctionne ? On récupère vos déchets, qui la plupart du temps n'étaient pas valorisés, et on les insère dans cette installation, le méthaniseur. La méthanisation, c'est le procédé de transformation des déchets organiques et végétaux en gaz vert, le biométhane. Pour l'obtenir, les résidus sont chauffés lentement sans oxygène, ici dans le digesteur. Et grâce aux bactéries qui s'y développent en fermentant, ils produisent deux choses, le biogaz et le digestat. Le biogaz est purifié, contrôlé, odorisé, avant d'être injecté dans le réseau. Avec une exploitation de taille moyenne, on peut produire suffisamment de gaz vert pour alimenter près de 1000 logements pendant 1 an. Grâce à cette activité, les agriculteurs perçoivent un complément de revenus. En plus, avec le digestat qui reste après la décomposition des déchets, les agriculteurs disposent d'un engrais qui se substitue aux engrais chimiques. En bref, c'est pas mal pour votre territoire. On valorise vos déchets pour produire une énergie locale et renouvelable, ça crée des emplois et c'est rentable pour les exploitants. Quand on sait que l'on peut le produire quasiment partout en France, ça vaut le coup d'y penser, non ? Voilà, et puis on va découvrir maintenant le slide avec toutes les publications de l'OIP. Voilà, et j'attire votre attention sur le Data Live qui est vraiment très pertinent et vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir y accéder et nous ne saurions que trop vous les recommander, évidemment. Je vais appeler maintenant, le slide va rester quelques instants, comme ça vous pouvez le lire tranquillement et nous allons appeler les intervenants pour notre table ronde, puisque vous le savez, on va parler du futur de l'immobilier sur notre territoire des Bouches-du-Rhône, avec cette évolution que nous avons tous constatée avec la crise, bien sûr, qui s'est accélérée. Je parle du changement surtout qui s'est accéléré. Je vais appeler tout de suite Corinne Vezzoni, lui demander de nous rejoindre ici sur scène, qui est architecte et architecte de ce lieu qui nous accueille aujourd'hui. Elle nous en dira d'ailleurs un mot. Je demande à Renaud Sort-Lareguin de nous rejoindre également du groupe CEMEPA SPLA. Vous êtes spécialiste de l'aménagement du centre-ville, administrateur de l'association Centre-Ville en Mouvement et président de l'Observatoire national de la gestion des centres-villes. Je pense qu'on va tout savoir sur les centres-villes aujourd'hui, je vous en prie. Enfin, Laurent Couture, qui va également nous rejoindre, qui était juste là. Vous êtes chargé d'études principales espace économique et urbanisme commercial à la Gamme. Merci de vous asseoir. Et vous avez fait des analyses, vous apportez beaucoup de réflexions sur l'impact du télétravail sur ces fameux marchés qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Et bien sûr, le marché de l'entreprise, on aura l'occasion d'en parler ensemble dans quelques minutes. Corinne Vezzoni, je voulais, avant qu'on débute cette table ronde, vous proposer, les micros sont devant vous. Vous avez également, si la petite zapette, si vous voulez passer les slides, ou si autrement on vous suit en régie pour les passer. Je voudrais quand même que vous nous présentiez The Camp. On a la chance d'avoir l'architecte qui est à l'origine de ce projet. Simplement,
pour aussi rallier à ce qu'on va dire, parce que c'est quand même un lieu du futur, nous présenter la volonté de départ et ce que vous avez conçu et qu'aujourd'hui on peut découvrir. Alors, bonjour à tous. Ce n'est pas du logement, mais d'un lieu de travail, de recherche, de réflexion. Et la commande de départ qui avait été initiée par Frédéric Chevalier était de trouver un lieu proche de la nature qui permette aussi de se croiser et de vivre un moment particulier et d'essayer d'éviter toute hiérarchie, de provoquer d'autres situations de travail pour que les gens se rencontrent différemment. Et je pense que d'ailleurs le sujet dans le logement se pose également, comment on doit vivre demain et comment on peut vivre ensemble d'une autre manière. En ce sens, par rapport au débat qui vient d'avoir lieu, ce projet porte aussi quelques réponses. Alors, il y a quelques... Voilà, le lieu, je pense que la géographie était quelque chose d'important. Il y a des éléments rocheux tout proches, il y a une forêt qui va permettre de protéger du vent, du Mistral, du vent dominant qui se trouve derrière nous, qui va être exploité. Et en gros, c'est comment faire avec les vues lointaines et avec le thème qui était une forme d'incubateur. Donc l'idée première a été de partir de l'idée de l'incubateur en biologie, où les cellules prolifèrent entre elles, se croisent, se frôlent ou s'éloignent. Et on est parti de cette idée d'installer des volumes indépendants, cylindrique. Alors pourquoi cylindrique ? Parce qu'à la fois on était en pleine nature et je me suis dit que la courbe était importante dans la nature et qu'aussi en travaillant dans un cylindre, eh bien, on ne se rencontre plus de la même manière. Il n'y a plus de devant, il n'y a plus d'hierarchie dans l'espace. On y rentre de différentes manières. Et de la même façon, on évite d'avoir toute circulation, tout hall, tout couloir. Il n'y a plus toute cette hiérarchie de l'espace. Et par rapport à la remarque qui a été faite tout à l'heure sur les 2,70 m ou l'énergie consommée supplémentaire, je trouve que c'est vraiment un manque d'imagination totale parce qu'il peut y avoir 2,70 m sans plaque au plâtre. Il peut y avoir de l'énergie qui est économisée en évitant toute circulation, en évitant des halls qui sont très consommateurs d'énergie. Et tout cela, on est en Provence et on peut se permettre de le projeter à l'extérieur si on sait se protéger correctement et s'isoler de la pluie et du soleil. Donc, je pense qu'en réalité, ce qu'il faut, comme disait Charles Trenet, c'est un peu d'imagination. Et cette proposition de programme a été de dire ce que voulait Frédéric Chevalier, c'était un lieu qui s'isole de la ville et qui provoque des situations inhabituelles. Alors la proposition qui a été faite, c'était d'installer du logement, d'hébergement et un hôtel en périphérie, côté ville. La ville arrive jusqu'à ces limites-là. Et cette espèce de frange de ruban périphérique va permettre de créer une espèce de rupture avec la ville. Le logement se trouve côté ville. Et puis, passé ce seuil-là, eh bien, on est dans un univers autre. Et vous voyez, à cet endroit-là, il n'y avait aucun arbre, aucun végétal. C'était encore quelque chose des herbes tapissantes. Et on s'est installé là où la nature était quasiment, pour l'instant, inexistante. La forêt se trouvait ici. Il se trouve que la déclivité nous permettait de faire en sorte que le projet, que son toit géant qui fait à peu près 8000 m², soit une espèce de parasol qui protège justement du soleil, mais qui permette d'avoir, comme un peu les Grecs le faisaient auparavant, ou les Romains, des impluviums qui récupèrent les eaux de pluie. On le voit ici, tous ces impluviums, ce grand parasol de toile géant, va être incurvé, alors pour différentes raisons, pour repousser le vent, évacuer le vent, ventiler l'été, et qui permet aussi de récupérer en couronne toutes les eaux de pluie qui sont conservées dans des réceptacles en dessous et qui vont arroser évidemment tout le site. Donc c'est un lieu où on propose de vivre aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je pense que, nous on y travaille beaucoup dans notre production à l'agence, ce sont des thèmes jouables qui évitent d'éclairer toute la journée artificiellement, qui évite de chauffer toute la journée, de rafraîchir l'été et aussi de désenfumer. Donc ce sont des économies nettes d'énergie et également sur un plan écologique, évidemment, une économie de matériaux.
qui peuvent être portés dans nos régions. Alors là, je vous passe le travail sur la toile et sur tous les efforts au vent qui ont été calculés, mais elle a été calculée de façon à ce que vous voyez là, on s'appuie au nord, elle s'écrase au nord et elle s'ouvre beaucoup plus au sud, de façon à ce que l'été, eh bien, le soleil qui est très haut ne pénètre pas à l'intérieur, mais au contraire l'hiver, il pénètre le plus largement possible au cœur du bâtiment. Et à l'inverse, à l'arrière, eh bien, il s'écrase pour que le vent dominant, le Mistral, ne s'engouffre pas démesurément. Alors, ça évite évidemment, vous voyez, de l'encercler de vitrage et d'éviter et de permettre aussi. Et curieusement, bon, vous le verrez peut-être, mais les gens travaillent différemment et se rencontrent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a des réunions qui se font aussi bien d'un côté que de l'autre. Et ça, c'est évidemment un gain de surface énorme. Voilà, la dernière image, c'est le travail sur le matériau, le béton. Donc là, il n'y a pas de plaque au plâtre, mais le béton qui est isolé et qui est coulé dans des canisses qui répondent évidemment, ils font écho à la nature et à ces écorces des arbres qui sont tout proches. Merci beaucoup Corinne Vezzoni pour ces explications. Et il est vrai pour celles et ceux qui n'étaient jamais venus ou ceux qui étaient venus mais sans le voir avec le regard de l'architecte, on voit les choses différemment et vous verrez en sortant, vous allez percevoir le lieu différemment, j'en suis sûre. Alors, ce que je vous propose, c'est de découper cette table en deux parties. Dans la première partie, s'interroger sur ce qui a vraiment changé, puisqu'on ne fait que parler de ce nouveau monde. Qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui, bien évidemment, qui va impacter le monde de l'immobilier dans nos habitudes. Alors, je voudrais qu'on commence avec vous, si vous le voulez bien, Laurent Couture, parce que le travail que vous avez fait justement sur le télétravail, sur la différence de ce lieu, vie, domicile, le travail est extrêmement intéressant et vos remarques nous intéressent. Nous donnerons ensuite la parole bien sûr aux autres intervenants, mais l'idée bien sûr, mesdames et messieurs, c'est que vous puissiez échanger sur ce qui est dit. Oui, alors j'interviens aujourd'hui au titre de mes missions de coordination du Lab urbain de la gamme 1. C'est vrai que le Lab urbain a été lancé en 2019 en interne, où on se posait déjà la question de l'impact urbain des usages numériques qui émergeaient en 2019. Donc on a eu un peu le nez creux, puisque c'est avéré que ça a pris de l'importance ensuite en 2020. Oui, pardon, mais on ne le savait pas à ce moment-là. Donc au départ, on partait sur l'impact urbain du e-commerce. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais rapidement, on s'est intéressé, on a essayé d'observer quels étaient les impacts urbains naissants, et peut-être le graphique à venir là, serait intéressant à projeter, voilà. D'autres usages qui étaient en cours de bicanalisation, comme on dit, donc qui commençait à avoir, notamment avec la crise sanitaire et avec ce qu'elle nous a imposé, des solutions numériques. Alors ici, on a un peu ce que j'ai appelé la dématérialisation des fonctions urbaines, qu'on a pu observer. Donc, on a des fonctions qui étaient déjà dématérialisées depuis assez longtemps. Alors évidemment, le commerce pure player, la presse pure player aussi, les acteurs du web. Bon. Et on a eu un volet nouveau qui a émergé, alors qui existait déjà pour certains, j'y reviendrai, la banque de proximité par exemple. La banque se dématérialise depuis assez longtemps, une stratégie de numérisation qui a un impact urbain important, notamment sur l'animation des centres-villes, l'animation des rez-de-chaussée, et est apparu évidemment dans tout ça le télétravail. Alors le télétravail, selon les sources de la DARES, auxquelles je vais beaucoup me faire référence pendant toute la présentation, on était à peu près en 2017, 2018, 2019 à 3% des employés du tertiaire qui télétravaillaient. Donc c'était une pratique qui était quand même assez marginale finalement avant la crise. Et si on regarde les données depuis le début de la crise sanitaire, donc c'est le graphique suivant. Voilà, là, vous avez toutes les données référencées de la DARES. Alors, la DARES, c'est l'Institut statistique du ministère du Travail, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on voit qu'on a ici, et je vais rester un peu longtemps sur ce graphique. Pas trop, oui, pas trop quand même. On voit qu'on a une explosion du télétravail pendant le premier confinement selon les secteurs d'activité. J'ai voulu vous découper ça en secteurs d'activité, donc en noir, vous voyez l'ensemble ici, pour qu'on voit que, évidemment, tous les secteurs d'activité ne sont pas concernés de la même manière par le télétravail. Je ne vous apprends rien, il y a des fonctions qui ne sont pas
télétravaillables. Mais ce qu'on regarde un peu quand même, il y a beaucoup de messages en fait dans ce graphique. L'un des premiers messages, c'est qu'on dit, bon, on est autour de, en gros, en population générale aujourd'hui, août 2021, bon, il y a un effet vacances aussi. Hein. Bon, on ne sait pas trop comment c'est reparti. On attend les données de septembre-octobre qui devraient arriver. On est revenu à peu près à 13%. Donc avant la crise sanitaire, on était à 3%. Aujourd'hui, on est à 13%. Donc on a un gap après l'effet vaccin. Hein. Donc on a un gap on a un télétravail qui se maintient quand même dans les usages. Et si on regarde plus spécifiquement les secteurs d'activité qui télétravaillent le plus, notamment l'information-communication, les activités financières d'assurance et de banque, hein, donc c'est le deuxième. Le troisième, les activités immobilières, donc c'est vos métiers, hein, en l'occurrence ici. On est dans le secteur qu'on appelle tertiaire. Et derrière, il y a évidemment la question de l'immobilier de bureau qui se pose. Alors, on voit très bien que c'est les secteurs qui sont les plus consommateurs d'immobilier de bureau qui ont télétravaillé et qui télétravaillent aujourd'hui le plus. Alors, il y a un lien, souvent la question qui nous est posée, je n'aurai peut-être pas le temps de développer totalement ça ici, mais quel est l'impact sur l'immobilier de bureau notamment ? Alors, ça, c'est une question, effectivement, si on regarde les données de commercialisation en 2020, on voit que du fait de la crise sanitaire en particulier, les grands marchés tertiaires se sont effondrés dans la plupart des métropoles, vous le savez, Paris, Lyon notamment. C'est moins le cas sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Hein. On a une spécificité. Bon, je ne vais pas revenir sur les sujets que je développe souvent avec mon autre casquette d'immobilier d'entreprise, mais on sous-performe de manière... on sous-performe depuis longtemps hein, sur la métropole en termes de commercialisation. Donc on est moins impacté d'une certaine manière par la crise sanitaire. La question qui se pose, c'est est-ce que ça va d'une part modifier le produit immobilier de bureau ? Est-ce que ça va modifier la géographie tertiaire de l'immobilier de bureau ? Ça, c'est une vraie question. On y reviendra tout à l'heure. Hein. C'est la deuxième question, si mes souvenirs sont bons. C'est la deuxième partie, cet impact. Mais c'est quand même important de voir qu'il y a quand même cette spécificité. Quand on dit le télétravail est quand même à un niveau relativement faible, même s'il est beaucoup plus élevé que ce qu'il était avant la crise sanitaire. Dans les secteurs tertiaires, il est très important aujourd'hui encore. Hein. Et on a les consommateurs de bureaux ici qui télétravaillent de manière beaucoup plus importante qu'en dessous. Si on passe, il me semble qu'il y avait encore... Voilà. Très court, hein, parce qu'autrement on ne pourra pas réagir. Je vais très rapidement. Donc, là, c'est ce que je disais au départ. C'est un peu tous les usages numériques qu'on a prospectés à l'agence et dont on a regardé l'impact. La question qu'il faut se poser, c'est que j'ai mis commodité versus expérience. Les usages numériques, ils gagnent par commodité. Le e-commerce, il gagne par commodité parce que c'est moins de temps de déplacement. Il gagne par commodité aussi en termes de compétitivité prix. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Le télétravail aussi, on pourrait dire que pour beaucoup, c'est de la commodité. Mais on s'aperçoit qu'il y a commence à avoir des critiques du télétravail qui émergent. Et pour le télétravail, notamment sur la créativité, sur la productivité. Donc, c'est des études qui commencent à apparaître et qui peuvent être un frein autant au niveau de l'organisation du travail de l'entreprise, mais aussi qui peut limiter du coup l'impact sur les marchés de l'immobilier de bureau, hein, pour dire les choses un peu rapidement. On retrouve à peu près les mêmes critiques sur le e-commerce. Alors vous savez que 2020, c'est une année historique pour le e-commerce. En un an, on a gagné 4 ans de part de marché. On annonce 10 points de e-commerce en 2006 en plus. En 2026, si pardon. Laurent, en plus, oui. Je veux vous interrompre simplement parce que je crois que c'est vraiment sur le sujet. Je Tout voudrais à fait. que vous puissiez. Non, je voudrais vraiment que vous rebondissiez, même oui. si après on veut compléter, Voilà. mais je pense que ça serait bien qu'on puisse rebondir tout de suite sur ce que vous avez à dire, Renaud, sur le même sujet. Oui. Bon, je finis. Je pense que vous êtes complètement liés là. Vous auriez pu tout à fait compléter. Ce qu'il faut, voilà, simplement ce qu'on voulait dire, c'est que ces usages numériques ont un impact urbain important, auront un impact urbain, auront un impact sur la géographie des villes. Hein. Certains comparent la data à l'automobile, à ce qu'a été l'impact de l'automobile au XXe siècle. Donc on voit qu'on peut avoir un impact très long sur la morphologie des villes et sur le fonctionnement urbain. Mais à chaque fois, on se heurte effectivement à une résistance hein, que l'on constate, hein, qui est une résistance un peu humaine, on pourrait dire sociale, culturelle, très forte pour le e-commerce, mais qui commence à se révéler, j'arrête, pour le télétravail. Alors, je voudrais que vous complétiez tout ce qu'on a pu déjà, on a vu avec Laurent, on a parlé de e-commerce, etc. C'est ce qui touche directement au centre-ville et c'est aussi des choses que vous avez dit. Qu'est-ce qui a changé véritablement ? Et après, on verra vers quoi on tend, mais là, c'est vraiment, vous êtes complètement en lien avec ce qui vient d'être dit. Merci. Même si votre réflexion n'est pas la même. Merci pour cette question, Elsa. Je préfère qu'est-ce qui a changé que qu'est-ce qui va changer, parce que j'en serais bien incapable. Hein. Je pense que
ça change. Enfin, il y a du changement dans le changement. C'est qu'avant, le changement, on pouvait un petit peu l'anticiper. Là, il devient capricieux, contradictoire. Donc, c'est très risqué de projeter des choses. On voit peut-être 3 valeurs fondamentales dans le domaine qui nous animent tous autour de l'immobilier, de l'aménagement des villes, etc. On est dans quelque chose qui touche le physique, qui touche le spatial, les distances, la géographie. Et c'est vrai que Internet, les technologies, puis après le Covid, a bousculé quand même pas mal de choses. Je dirais 3 fondamentaux. Le premier, la notion de distance. Jusqu'à présent, quand on était près des choses, c'était mieux. Et ça valait plus cher. Donc un appartement près de la plage vaut beaucoup plus cher qu'un appartement dans la plage. Même chose pour la station de ski, l'appart au pied des pistes, évidemment beaucoup plus, etc., etc. La notion de distance, eh bien, elle a un petit peu changé. Alors pas dans tout. Je pense qu'évidemment, on peut faire du ski sur Internet, mais c'est quand même moins bien qu'en vrai. Donc l'appartement proche des pistes ou proche de la mer se vendra toujours plus cher que s'il est loin. C'est ça. Mais par contre, la notion de travail, dont on vient largement de parler, donc c'est vrai que ça change pas mal de choses parce qu'il y a sans doute un potentiel pour les villages de périphérie des grandes métropoles où finalement, je prends un exemple d'un ingénieur chez Eurocopter pourra se loger peut-être à la Roque d'Enterron, voire plus loin dans les Alpes, et puis télétravailler 2-3 jours, du coup faire le déplacement que 2 fois ou 3 fois par semaine, ce qui change complètement la donne. Pour le même prix, il va avoir une maison beaucoup plus grande, un jardin, une piscine, etc. Donc ça, on peut le pousser à l'infini, c'est pas seulement spécifique à notre région, c'est partout en France, et on a vu des villes comme Angers, Nantes, Rennes, etc. Donc, on parle beaucoup de l'ouest de la France, exploser littéralement au niveau des prix du mètre carré, dans des valeurs foncières bien plus élevées encore que celles qu'on constatait tout à l'heure à Marseille, parce que justement on est à 1 heure, 2 heures de Paris, donc, et puis une qualité de vie qui n'a absolument rien à voir avec la région parisienne. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle opportunité. La notion de distance fait que maintenant, une maison un peu trop loin avant, dans le monde d'avant, qui symbolisait certes le côté positif, une surface, un jardin, du volume, une qualité de vie dans un village, exigeait aussi pour le couple ou celui qui travaillait de faire ces flux pendulaires terribles chaque jour et polluants à la fois pour la qualité de vie. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui qu'on soit ça veut rien dire, donc on peut très bien, ça ne veut plus et on le voit déjà, donc on est dans quelque chose qui est réel, je ne parle pas du futur. Donc ça, des villes du Pays d'Aix, des villes des Bouches-du-Rhône peuvent aussi profiter de tout l'intérêt de la qualité de vie qu'elles offrent, sans être forcément très très loin des pôles d'emploi que sont donc la zone d'Aix-les-Milles, pôle d'activité, que sont Marignane, Vitrolles, etc., Fos, et puis également Marseille ou Aubagne. Donc du coup, la distance, premier point. Deuxième chose, c'est la notion d'emplacement. Alors là, je vais parler de 2 autres valeurs qui sont plus liées au commerce pour répondre plus à votre question. Oui, c'est ça, parce que la notion d'emplacement, vous êtes comme moi, vous avez toujours entendu les commerçants dire il y a 3 valeurs, 3 critères fondamentaux dans le commerce, c'est implantation, implantation. J'ai la même pour emplacement. Oui, voilà. Bon, et bien là, ça change un petit peu. Vous avez une stratégie qui existe depuis très longtemps, j'aime bien parler de cet exemple, c'est Agnès B. Agnès B, partout où l'enseigne s'implante, elle ne se met jamais dans l'emplacement numéro 1. Elle se met juste derrière. C'est la rue derrière. C'est le cas à Aix, par exemple. Donc du coup, elle va être pas très loin du flux, mais pas dans le flux. Donc moyennant quoi, la surface sera peut-être 2 fois moins chère. Bon, donc le payer quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait quand même attendre que la réputation se fasse pour que cette clientèle spécifique puisse savoir que le magasin se trouvait dans la petite rue derrière. Mais avec Internet, avec ce smartphone qu'on a tous, avec la géolocalisation, eh bien, on n'a plus forcément besoin d'être visible. Enfin, c'est énorme. Alors, je ne dis pas que la règle de l'emplacement bat aujourd'hui, enfin, ça s'envole en fumée, mais que, en tout cas, ça laisse la possibilité pour certaines enseignes de destination, des restaurants, des cafés, des librairies cafés, des concepts un peu originaux, de ne pas forcément se mettre sur le cours Mirabeau, pour reprendre l'exemple d'Aix, mais se mettre juste derrière pour avoir peut-être un emplacement un peu plus grand, moins cher et qui permet de faire les choses peut-être en mieux. Et donc ça, on l'a de plus en plus. Je pense que dans la salle, tout le monde a en tête le petit restaurant
derrière, pas forcément dans le flux, qui est super sympa. Vous avez Drôle d'endroit, par exemple, je fais la publicité pour ce restaurant, qui est vraiment dans un drôle d'endroit, Aix-en-Provence, et qui fait un carton, parce que, alors peut-être ça a pris 6 mois, 9 mois, mais que maintenant qu'il est connu par les commentaires, etc., sur Google et autres, hein, tous les sites, et qu'on peut se tracer son itinéraire avec son téléphone en se déplaçant en temps réel, et ça depuis longtemps, mais beaucoup de commerçants l'ont compris. Et donc ça change la donne. Donc il y a des emplacements numéro 2 qui deviennent presque pas très loin de numéro 1. Et la troisième chose, c'est la surface. La surface aussi, c'est un élément clé, puisque dans le commerce, la surface, le chiffre d'affaires, était directement corrélé à la surface. Donc pas compliqué, si vous faisiez 15 mètres carrés, vous faisiez moins de chiffres que celui qui en faisait 50. Bon, le format souverain dans la grande distribution, c'est l'hypermarché, hein, qui fait 150 millions d'euros, donc pour à peu près 10 000 mètres carrés en moyenne. Vous avez donc des grandes surfaces de bricolage qui font 70, 100, 120 millions d'euros. Bon, ils sont en périphérie, ils occupent des surfaces de 8 000, 10 000 plus parking. Voilà, donc les plus gros chiffres étaient chez les plus grands en taille. Eh bien, c'est plus tout à fait vrai. Enfin, en tout cas, ça va changer, puisqu'on peut avoir une partie de la surface qui est affectée aux réserves, qui peut occuper peut-être un tiers ou la moitié, plus le parking. Or, vous avez maintenant la possibilité de livrer, qui est devenue grâce avec la crise Covid, quelque chose de très naturel chez la plupart des gens. Et donc, du coup, on peut aller dans un magasin sans forcément partir avec le produit. On a changé par rapport à ça. Maintenant, on n'a pas forcément envie de s'encombrer, de porter des sacs lourds ou de se garer tout à côté avec la contrainte que ça suppose. Alors, on commande sur Internet, sur des plus payeurs, comme vous évoquez, mais il y a aussi des magasins où on a envie d'aller quand même pour toucher le produit, avoir les conseils. Et donc, il y a un vrai avenir pour le commerce physique, dès lors que ce commerce se spécialise davantage et creuse l'écart avec Internet sur toutes les questions de conseils, d'information, le côté tactile, sensoriel, etc., et l'expérience de la marque. Donc les commerces vont se théâtraliser davantage, vont vraiment justifier de plus en plus donc, le déplacement. Qui s'est fait, mais le curseur peut être revenir. Complètement. Voilà, il va y avoir un écartement entre d'un côté la fonction, je dirais, plus logistique, qui peut être totalement faite à l'extérieur, soit par les plus players historiquement, mais par le magasin physique également. En ayant un stock déporté, donc, et puis en concentrant la fonction du point de vente à la seule fonction du showroom, en fait, de la vente, du conseil, l'accompagnement du client, etc. Et donc là, ça veut dire qu'on peut s'exprimer, une enseigne qui historiquement vivait sur 5000 m² ou 10 000, avec toutes ces fonctions qu'elle avait au sein même de sa surface, la réserve, le quai de livraison, le parking pour les camions, le parking pour les clients, le parking pour le personnel, enfin, tout ça. Donc aujourd'hui, vous avez Ikea qui réinvestit les villes. Vous avez les magasins Boulanger, le concurrent d'Arty, qui réinvestit les villes. Donc ça, c'est des vraies opportunités. Voilà, donc je vous ai donné ces trois valeurs qui sont des valeurs physiques et qui sont en train de changer. Ces valeurs-là, elles sont très intéressantes, et tout ce que vous avez dit tous les deux va nous permettre de demander à Corinne Denis si, en tant qu'architecte aujourd'hui, elle a déjà pressenti ces changements, ou est-ce qu'aujourd'hui il s'impose à elle. Donc est-ce qu'on conçoit différemment par rapport à tout ce qu'on vit avec cette crise et qui a changé les données, comme on vient de le voir? Oui, je pense qu'évidemment, ce grand sujet du e-commerce voit des grandes surfaces qui commencent à disparaître ou à se poser la question de leur avenir, parce que, et d'ailleurs on voit effectivement Boulanger ou Carrefour Market ou toutes ces grandes surfaces qui s'installent dans les cœurs de ville en mini-surface. Et que va-t-on faire de ces friches qui sont les friches commerciales du XXe siècle et du XXIe siècle, on pourrait dire. Le 19e nous a laissé des friches industrielles et le 20e nous laissera des friches commerciales et qui ne seront pas de la même qualité structurelle et architecturale. Et que va-t-on en faire? Et je pense que c'est un vrai territoire de projet. Je pense que ces friches, ces zones commerciales, on a ici dans notre région la plus grande de France, avec plan de campagne, que va-t-on en faire dans les années qui viennent? Il se trouve que dans quasiment tous les cas de figure, ces zones commerciales se trouvent en périphérie des villes, évidemment, très bien distribuées, déjà totalement viabilisées, et elles se trouvent également aux portes de la nature, de la campagne. Et vous le voyez, toutes sont même Vélizy, il y a la nature tout à côté. La Valentine, toutes les zones commerciales ont la nature toute proche et sont desservies très correctement. Elles se sont mises là, évidemment, pour être accessibles depuis les lotissements qui, dans les années 60, se sont développés largement en périphérie des villes. Donc elles sont allées vers
les zones de chalandise, et elles sont allées évidemment là où elles étaient le plus accessibles, donc branchées sur les autoroutes. Je pense que ce sont les territoires de projet de demain, et les villes doivent s'emparer de ces questions-là. Que va-t-on faire? Comment peut-on éviter? Elles sont à plat en plus, elles ont consommé des sommes des terrains colossaux, elles ont minéralisé les sols avec des parkings à perte de vue. Et comment peut-on tout simplement déminéraliser ces sols, mettre les voitures ailleurs d'une autre manière? Comment peut-on superposer au-dessus de ces zones, monter plutôt que de s'installer à plat, et donc superposer? Et moi je pense que la mixité, la superposition en millefeuille du commerce, du bureau, du logement, aux portes de la nature qui vient les retrouver, eh bien ce sont les territoires d'enjeu des villes, et c'est du terrain déjà viabilisé et accessible. Arrêtons de consommer du territoire démesurément, inutilement, faisons avec ce qu'on a déjà. Alors tout cela va permettre, bien sûr, il faut du temps pour tout cela, ce qui nous permet forcément de nous tourner vers l'avenir. Comment vous imaginez justement cet avenir? On pourrait commencer avec vous bien évidemment, Renaud, parce que est-ce que vous diriez l'évolution qu'on a vécue va forcément enclencher une totale révolution de ce qu'on connaît? Est-ce que c'est ainsi que vous imaginez les choses? Et si c'est le cas, oui, pourquoi, et non pourquoi, évidemment. Alors, donc je vous disais tout à l'heure, le changement a changé, le changement est capricieux, donc très difficile de savoir, prévoir les choses. Vous voyez, j'avais préparé un PowerPoint, je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais un PowerPoint sans le montrer. Je suis le seul à l'avoir vu. On peut peut-être le montrer, non, au moins le première page. Parce que je me suis dit, avec tout ce que je vais apprendre ce matin, forcément, je me rendrai compte qu'il est obsolète. Il est déjà obsolète. Voilà, donc je dois totalement réajuster mon... non, très sérieusement... je pense en effet qu'il y a des choses qui changent, mais il y a aussi des choses qui ne changent pas. Donc il faut avoir beaucoup de bon sens. Bon, et puis il y a des réalités qui s'imposent à nous, comme par exemple le réchauffement climatique et l'obligation de préserver les espaces naturels comme les espaces cultivables, etc. Donc là, personne depuis ce matin n'a rediscuté ces nouvelles contraintes qui vont sans doute dans les années qui viennent venir totalement diriger nos choix. Je pense qu'en effet, il y a presque une équation impossible. D'un côté, on se dit il y a besoin de logements, et de l'autre, on dit on ne peut pas le construire à l'extérieur des villes pour protéger les terres. Et en même temps, en ville, on a vu que c'est très compliqué, il y a très peu de réserves foncières. On n'est pas dans des villes anciennement industrielles où il y avait des vieux bâtiments ou des villes détruites par les bombardements, etc. Donc on a très peu, alors peut-être à Marseille un peu plus, activité portuaire ou la Ciotat, voilà, mais disons que sur d'autres villes, des villes plus pittoresques où le centre-ville est très sacralisé, le mètre carré est largement optimisé, il reste quelques petits îlots, mais bon, on n'est pas non plus, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir répondre à la demande qu'on évoquait tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser des questions. D'une part, en ville, dans le milieu urbain, la densification, mais au sens peut-être le rehaussement des immeubles. Parce comment que là, vous l'imaginez? On n'est certainement pas au taquet. Donc je pense qu'avant d'atteindre les limites peut-être gratte-ciel new-yorkais, bon, on a quand même un peu de marge, souvent sur des 2-3 étages. Enfin, franchement, il y a sans doute de quoi faire. Après, il y a la première couronne autour des villes, qui est souvent un peu diffuse. Donc c'est vraiment en bordure de ville, où là, c'est un peu ni-ni. On n'est ni vraiment dans l'urbain, ni vraiment dans la périphérie. Il y a peut-être des dents creuses, des espaces, un peu de foncier. Et puis, je pense à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire toutes ces zones commerciales, où évidemment, c'est elles qui ont battu le rythme commercial depuis des années. Donc, on ne va pas forcément pleurer aujourd'hui s'il y a un retour vers la proximité. On ne va pas non plus les encourager à se redévelopper. Je pense que ça serait un non-sens, alors qu'on dépense des milliards de l'autre côté pour redynamiser les centres-villes, avec tout l'intérêt que ça veut dire au niveau économique, social, environnemental, etc. Donc c'est très bien qu'on réinvestisse les centres-villes, les milieux urbains. Alors que faut-il faire de la périphérie des zones commerciales? Je pense d'abord les fonctions productive. Je vais aller rajouter, je complète juste ce que vous disiez, je suis totalement d'accord avec ce que vous disiez, mais je pense que c'est les fonctions productives, parce qu'on en parle peut-être un peu moins, mais quand même, je pense que ça ne nous a pas échappé, qu'on avait manqué d'usines en début de la crise, et qu'on voit bien aujourd'hui que quand on attend les matériaux, etc., ça vient souvent de l'étranger. On a quand même été un pays très industrialisé il n'y a pas si longtemps que ça, et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui réinvestissent le territoire pour reproduire ici localement.
Ça tombe bien. Les consommateurs se disent que c'est mieux de consommer local parce qu'il vaut mieux acheter un produit d'ici. Au moins, je pollue moins les océans, etc., et la planète. Et puis, au passage, je suis solidaire de mes voisins, etc. Donc, et puis, c'est vrai qu'on n'est pas trop mauvais non plus en France pour produire les choses quand on le veut bien. Donc, il y a alors, peut-être qu'il faut tendre la main aussi au tissu industriel, aux entreprises, et y compris aux petites, aux ETI et puis aux artisans, pour peut-être remettre de la fonction fabrication, fonction production dans ces zones-là. Voilà. Et puis après, au niveau du logement, comme je viens de le dire, ben, c'est vrai que la mixité, ça serait très bien, et qu'on a quand même des espaces qui sont assez ouverts, assez grands, dans des zones commerciales comme plan de campagne, par exemple, où franchement, là, on peut imaginer le logement de rêve. Parce que le logement de rêve, là-dessus je terminerai, c'est qu'il y a dans le changement attendu ou le changement en cours, il y a deux choses contradictoires. La notion de proximité et la notion de nature. Les gens veulent à la fois de la proximité. Je veux donc habiter plutôt dans un milieu type urbain où j'ai tout à proximité, je descends de l'immeuble, je vais au cinéma, au restaurant, j'achète tout. Et en même temps, je veux de la nature. Et donc ça commence à devenir un peu difficile. Alors, comment on peut avoir le logement de rêve qui remplace le logement le pavillon de banlieue avec piscine, etc., qui n'est pas forcément bon pour la planète? Comment on peut avoir ce logement de rêve plus dans du collectif, avec du volume, de la lumière, comme c'est évoqué tout à l'heure, et puis également de la nature, hein, et bon. Ça, c'est difficile en ville, alors que peut-être, dans ces zones-là, on peut avoir le rooftop, hein, le gros duplex, le loft, etc. Je l'imagine plus facilement sur plan de campagne ou dans la zone de Bagne ou à la Valentine que dans le centre-ville. Dans le centre-ville d'Aix. Voilà. Mais d'abord, Laurent, ce télétravail, alors, est-ce que... il y a quand même pas mal d'entreprises aujourd'hui qui demandent à tous leurs salariés de revenir en présentiel. Est-ce que vous pensez que on va repartir complètement de l'autre côté du tableau, ou est-ce qu'on va arriver à trouver ce juste milieu? En tout cas, que vous disent les études? Ah, il est capricieux. Changez, prenez l'autre autrement s'il ne marche plus. Prenez l'autre. Je crois que c'est bon. Ah, voilà, oui. Bon. Alors, les études, il y a beaucoup d'études qui paraissent sur la stratégie des entreprises sur ce sujet-là, sur l'impact sur l'immobilier de bureau. Je vais peut-être projeter la slide que j'avais, enfin le schéma qu'on avait proposé nous. Ce qui est clair, c'est qu'a émergé entre l'espace résidentiel, qui est un lieu de télétravail pour beaucoup, et l'espace de bureau, donc en présentiel, ce qui était déjà dans le champ un peu de ces nouveaux objets urbains qui émergeaient depuis à peu près 10 ans, ce qu'on appelle les tiers-lieux. Alors, dans les tiers-lieux, il y a beaucoup de choses, je n'y reviendrai pas, mais l'espace de coworking, dont vous en avez beaucoup entendu parler. Bon. Alors pourquoi? Ce qu'on observe surtout, c'est que le conflit d'usage est très présent dans le télétravail à domicile. Ça, c'est ce qu'on constate dans la plupart des études, des enquêtes auprès des salariés qui ont télétravaillé, c'est qu'il y a un problème du télétravail à domicile, notamment des conflits d'usage avec la vie personnelle, etc. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer, ce que nous on a appelé ici, mais là on se projette, on a déjà quelques indicateurs qui montrent qu'à Marseille notamment, on a énormément, enfin, on a beaucoup de projets de coworking, de tiers-lieux qui étaient déjà assez puissants avant la crise sanitaire, mais qui se renforcent depuis la crise sanitaire, avec de très belles opérations en cours, notamment en centre-ville. Et c'est pas rien pour Marseille. Mais on a d'autres projets, d'autres espaces urbains qui sont concernés aussi par l'émergence de ces espaces de travail intermédiaires, appelons-les comme ça, avec une diversité quand même de fonctions. Du bureau de proximité, ce dont parlait Renaud un peu tout à l'heure, on voit que les villes moyennes se positionnent beaucoup pour offrir sur des modèles de maisons du télétravail, par exemple, ou sur du bureau de proximité, des solutions pour leurs résidents, pour ne pas avoir à se déplacer dans les grands espaces économiques. Je rappelle que la géographie tertiaire sur notre territoire, elle est ultra polarisée. 80% de l'offre en immobilier de bureau, c'est Aix et Marseille. En dehors, il ne se passe pas grand-chose sur la métropole. Et idem pour la production, idem pour la commercialisation, etc. Donc on voit qu'il y a un intérêt peut-être, grâce au télétravail, pour les villes moyennes, de proposer des solutions de bureaux de proximité. Après, on a ce qu'on appelle les tiers-lieux privés. Et là, je rejoins un peu la discussion que vous aviez sur la mutation des zones de périphérie. Aujourd'hui, la plupart des grandes enseignes ou des grandes foncières commerciales, elles veulent faire quoi? Du tiers-lieu. Elles veulent faire moins de commerce et de plus en plus d'autres choses. Alors, certaines veulent faire de l'habitat, certaines veulent faire de l'équipement culturel notamment ou de divertissement, mais la plupart veulent faire aussi
du tiers-lieu pour continuer à capter une chalandise liée au travail. Et ça, c'est vrai pour Ikea, par exemple, hein, qui a annoncé un plan tiers-lieu dans ses Ikea. Bon, Leroy Merlin était déjà sur le Fab Lab tiers-lieu. Bon, voilà. Bon, chacun y va un peu de son petit projet. Je crois que Carrefour a annoncé aussi qu'elle allait aménager dans ses galeries, parce qu'il y a un gros problème de la galerie lié à l'impact du e-commerce. C'est pour ça que tous ces usages numériques, il faut les voir ensemble hein, pour l'impact. Il ne faut pas voir le télétravail d'un côté, le e-commerce de l'autre, la e-proximité, etc. Mais bon, on ne va pas développer. Et ensuite, on a les pôles urbains, ce qu'on a appelé le Living Lab, hein, c'est des concepts qui remontent à quelques années. On voit que les pôles urbains, ils supportent quand même en termes de destination de travail ces logiques-là. Déjà parce que les pôles urbains, type centre-ville de Marseille, par exemple, c'est des espaces résidentiels aussi, donc il y a une mixité fonctionnelle très forte, hein, avec une forte densité résidentielle. Donc il y a des logiques de proximité à développer des solutions de coworking, par exemple. Il y a aussi un effet nouvelle génération. Hein. Bon, ça, c'est ce qu'on développe souvent à la gamme et ce qu'on observe aussi, c'est que quand on regarde les enquêtes à la sortie des grandes écoles de commerce, par exemple, où vous souhaitez travailler, pas vivre, hein, travailler, c'est pas la zone de périphérie monofonctionnelle sans transport en commun, etc. Hein. C'est le centre-ville. Alors, c'est peut-être pas, ils disent pas le centre-ville de Marseille, mais visiblement, il y a un regain aussi d'attrait, en tout cas, pour Marseille, lié à ces télétravailleurs, mais souvent parce que, indépendamment du côté un peu branché de Marseille aujourd'hui, c'est une ville multifonctionnelle, c'est une ville, on a une proximité de services, etc. Donc, les espaces de coworking ont aussi une logique très forte, pas seulement dans des espaces interstitiels de flux en périphérie, mais aussi dans des espaces de centre-ville, et notamment de grands centres-villes. Voilà. Et ça, derrière, on a toute une trame urbaine. Hein. On a mis la trame urbaine qui caractérise la métropole, hein, assez bien. Hein. Des espaces où on pourrait retrouver ces tiers-lieux à chaque fois se poser, de proximité, portés par des acteurs très différents. Le bureau de proximité, c'est évidemment la collectivité, ou c'est en grande partie la collectivité. On voit l'évolution qui se fait, qui est en route. Après, difficile de dire ce à quoi on va aboutir. Mais on pourrait terminer très rapidement sur le Corinne Vezzoni sur ce sujet, en simplement de se dire comment on peut réenchanter aussi tout ça. Parce qu'il faut faire aussi rêver les gens, que ce soit pour des bureaux, pour des logements, il faut aussi donner envie aux gens de rêver pour l'acquisition. Alors, je pense qu'on peut se dire que chaque ville fait rêver à sa manière et qu'il faut conserver en tous les cas les caractéristiques et les spécificités de chacune des villes et que c'est peut-être ce qui attire une population, c'est le caractère d'une ville, et ce qui peut éviter le rêve, c'est qu'elles ont tendance en ce moment à se ressembler de plus en plus. Les productions actuelles ont tendance à uniformiser toutes les villes et c'est pas forcément ce qu'on recherche, je pense. Et quand on dit on vient à Marseille ou on vient à Aix, eh bien on a un imaginaire. Quand on pose une question à quelqu'un, qu'est-ce que Marseille, on ne pense pas à la production actuelle de ces périphéries ou des quartiers nouveaux qui se créent. Donc ça, c'est une vraie question qu'on doit tous se poser. Qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qui est spécifique à la ville dans laquelle on produit ? Et je pense que si déjà on arrive à se poser ces questions-là, la qualité viendra de fait. À Marseille, ici, dans le sud, on a des choses toutes simples et que c'est peut-être ce qui fait rêver, c'est cet horizon ouvert, cette nature proche, ce soleil, cette lumière particulière. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait avec ? Alors, je pense que nous, en tous les cas, on a une chance, c'est qu'on a une topographie forte. On peut aussi imaginer capter cette topographie, s'y installer plutôt que de la nier, et ça permettrait aussi des échanges thermiques intéressants. Mais je crois que la part de rêve, elle est dans la vitalité d'une ville et dans la manière dont elle arrive à mixer les choses, à faire qu'on arrive à vivre ensemble. Et le logement ne doit pas être réfléchi comme du logement tout seul, isolé du reste. Et comment faire que nous, architectes ou promoteurs, on puisse dans du logement insuffler d'autres activités, d'autres fonctions ou vivre autrement. Et je crois que je vous invite tous à venir à la Biennale d'architecture de Venise qui a lieu en ce moment. Venise, ça vaut le coup. Et puis elle n'est pas terminée. Et tout le thème de la Biennale, c'est comment vivra-t-on ensemble demain ? Quelle production de logement. Et chaque pays propose des façons d'habiter
différentes. Et c'est vraiment intéressant parce que, bon, selon les cultures, évidemment, elles sont différentes. Mais la France, par exemple, propose des innovations sur la manière dont chaque habitant va s'approprier son logement et le construire avec le fabricant, avec le promoteur, avec l'architecte. Et il y a des solutions qui font qu'on s'adapte, qu'on s'accapare et on prend position de son logement différemment que quand on est dans un habitat banalisé. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Et je vais demander, ne bougez pas, je vais demander juste au président de venir conclure cette table ronde. Cyril Cartagena, et parce que beaucoup de choses ont été dites, on aurait pu discuter beaucoup plus longtemps, échanger beaucoup plus longtemps. Malheureusement, nous sommes toujours tenus par des timings. Cyril Cartagena, président de l'OIP, pour la conclusion de l'OIP des Bouches-du-Rhône, pour la conclusion de cet événement. Je voudrais d'abord remercier les organisatrices de cet événement, notamment Brigitte Houbet et son équipe à l'OIP. Je voudrais remercier les différents intervenants pour la qualité de leurs interventions, les présidents de filières professionnelles qui nous ont éclairés sur les chiffres. Donc on a vu en synthèse que l'ensemble des filières de l'immobilier sont tendues aujourd'hui et qu'il va falloir provoquer un choc d'offres. On a compris que les pouvoirs publics allaient mettre en œuvre des actions par rapport à cela. On a compris que l'ensemble des acteurs de la filière immobilière devaient penser l'immobilier de demain par rapport aux attentes des utilisateurs, par rapport aux évolutions et aux transitions qu'on est en train de vivre, qu'elles soient comportementales, digitales ou bien sociétales. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est à un tournant. Il faut travailler ensemble pour produire mieux, produire intelligemment, repenser la ville de demain. Et quel lieu n'était mieux pensé que The Camp pour parler de tout ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette présentation de l'OIP. C'était un grand plaisir de vous voir en présentiel et en live streaming pour nos internautes. Ceux qui ont pu être avec nous. Merci beaucoup Cyril Cartagena. Merci à vous trois et je vous propose maintenant autour d'un cocktail déjeunatoire de continuer à échanger. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Merci.